Et c'est le fait d'avoir publié donc, un premier roman en 21 ans, ça veut dire qu'il était écrit quand tu avais 19 ou 20 ans. Ouais. Et donc, il y avait déjà à l'époque la volonté, je serai écrivain, écrivaine, hein, auteur, auteureux, ou alors j'aime écrire, j'écris, puis on verra bien. Oui, c'était ça. Voilà. Oui. Donc, comme j'expliquais, je me suis très jeune tournée vers la lecture et l'écriture. Pour moi, l'un allait avec l'autre. Enfin, le fait de beaucoup lire, j'ai tout de suite eu envie d'imiter. C'est un peu comme quelqu'un qui écoute beaucoup de musique et puis qui se dit un jour, bah moi je vais prendre une guitare et m'y mettre parce que voilà, Et donc voilà, j'écrivais, mais évidemment quand on écrit à 8 ans, à 12 ans, même à 16 ans, enfin c'est encore... voilà, on progresse, ça se travaille, on commence par des petites choses. Enfin, moi au départ j'ai beaucoup écrit parfois c'était juste même des jeux de langage, et pas vraiment, pas du récit. Et puis je suis passée tout doucement, j'ai surtout écrit des chansons en fait, pas vraiment des poèmes mais plutôt des chansons, donc je m'étais un peu, enfin pas en musique, parce que je ne suis pas très douée en musique, mais j'avais un air quand on écrit des chansons, pas plus de chanter a cappella, mais... donc voilà, donc j'écrivais beaucoup de chansons, puis des poèmes, et puis j'ai fait un essai de roman à 16 ans, mais qui ne donnait vraiment rien, donc j'ai laissé dormir. Puis donc là j'ai continué des poèmes, et puis j'ai fait un second essai à 19 ans. Et là, fort de mon expérience de maître de roman, je me suis dit, bon, j'ai fait mieux, mais à mon avis c'est pas encore ça, donc je vais le laisser un peu reposer. Et je verrai bien ce que ça donne en relisant plus tard. Voilà. Mais donc je ne m'étais pas fixée de contraintes. Dans la tête, je ne m'étais pas dit un jour je serai écrivain professionnel. Voilà, j'avais d'autres idées pour avoir voilà, je comptais vraiment travailler, etc. J'avais pas du tout le rêve d'être juste écrivain. J'écrivais juste pour mon plaisir, parce que c'est ma façon de vivre les choses. J'ai besoin à un moment que ça ressorte par l'écrit. Et puis là, j'ai eu la possibilité d'envoyer une nouvelle pour un magazine. Donc, il y avait une sorte de revue littéraire. Donc on publiait juste des nouvelles d'auteurs déjà confirmés, mais avec une petite section pour soit c'était le début d'un roman d'un auteur qui débutait un travail et qui souhaitait déjà soumettre un début, soit des nouvelles de parfaits inconnus qui s'y essayaient. Enfin voilà, il y avait vraiment une rubrique très, très libre. On pouvait envoyer un texte et puis simplement, il était pris, il n'était pas pris, on ne recevait pas de retour, on n'avait pas de remarques particulières. Enfin, voilà, je me suis dit, oh, il n'y a rien à perdre, je vais une fois envoyer un texte pour un peu voir s'il est pris ou pas, si je suis sur la bonne voie, dans quel sens je dois continuer, qu'est-ce que je dois encore travailler ou exercer. Et donc j'ai envoyé comme ça une nouvelle qui s'appelait L'homme au cerf-volant. Et puis j'ai eu très vite une réponse du directeur littéraire, qui était Jacques de Decker, vous connaissez peut-être le nom. Et Jacques de Decker me disait, on a vraiment bien aimé votre nouvelle, donc elle sera publiée. Donc, super, c'est chouette, ça voulait dire que j'étais quand même partie dans le bon sens. Et puis j'ai eu un mail encore plus intéressant. Je n'avais pas pensé que derrière une revue littéraire comme ça, il fallait quelqu'un pour l'éditer. Il ne fallait pas juste un directeur qui choisit quel texte il va publier, etc. Il faut quelqu'un qui finance la publication, etc. Et c'était Luce Wilquin, qui est donc devenue mon éditrice, qui est l'éditrice aussi de Daniel. Et donc, en fait, Luce Wilquin m'a écrit en me disant, voilà, j'ai lu votre nouvelle, je suis très intéressée, est-ce que vous avez d'autres choses dans vos tiroirs? En plus, ils m'ont raconté par après, ils ne voulaient pas croire que j'avais l'âge que je prétendais avoir, mais qui était mon vrai âge. Ils pensaient que c'était un auteur confirmé d'une quarantaine d'années qui se faisait passer sous pseudo pour lancer une nouvelle carrière, mais absolument pas. Donc ça, c'était bien rigolo. Et donc, comme elle me demandait si j'avais écrit d'autres choses, je me suis dit, bon, non, j'ai rien de très concret, j'étais encore toute jeune, enfin voilà, j'avais 19 ans.
Donc j'avais écrit cette nouvelle-là, et puis je me suis dit, ah, mais j'ai ce projet de roman que j'ai laissé reposer dans un tiroir. Là, j'ai une éditrice tout à fait professionnelle dans le métier depuis longtemps qui me propose de le relire, qui se dit intéressée. Je serais vraiment stupide de ne pas le lui proposer. Donc je le lui ai donné à lire en me disant, bah voilà, elle va me dire qu'est-ce qui est encore à travailler, etc. Enfin voilà, ça va être un petit coup de pouce. Et je le lui ai proposé, elle l'a lu, et elle m'a dit, bah, moi si ça ne vous dérange pas, je le publie tel quel. Et donc là, j'ai ouvert de grands yeux, parce que je me suis dit, mais enfin, je ne pensais pas que j'y étais arrivée, et que ce roman pouvait plaire à une éditrice qui était quand même déjà expérimentée. Et donc là, j'ai dû lui faire confiance, parce que moi, je me faisais vraiment pas confiance. Je me disais, ce texte, moi, je vais le relire dans 2 ans et en avoir honte, quoi. C'est pas possible que j'ai écrit quelque chose qui tienne la route. Elle m'a assuré que oui, donc voilà, on a parié chacune l'une sur l'autre. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de confiance entre un écrivain et son éditeur. Et donc c'est comme ça qu'est sorti mon premier roman dans ces petits papiers. Et après le roman, j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'est-ce que j'écris maintenant comme deuxième roman après un premier. Voilà, on a eu la chance d'être publié et tout. Enfin, c'était une aventure incroyable. Je me disais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Et maintenant, comment je fais pour faire quelque chose qui soit à la hauteur et même de préférence un peu mieux. Et donc voilà, je me sentais attendue au tournant. J'avais très peur de me lancer dans un nouveau roman. Alors finalement, ce que j'ai fait, c'est reprendre la nouvelle qui m'avait fait connaître Denis Suitquin. Entre-temps, j'avais écrit 2-3 autres nouvelles pour la même revue. Et donc j'ai continué, je me suis dit, ah, mais il y a une thématique qui peut relier ces nouvelles, donc j'ai continué. Et c'est comme ça qu'est sorti le recueil de nouvelles qui s'appelait L'amour juste à côté. Et puis là, j'ai eu tout doucement de plus en plus confiance. Et là, j'ai pu écrire un deuxième roman. Et puis c'est comme ça que l'aventure a continué. Mais donc c'est vraiment très surprenant comme façon d'entrer dans le monde de l'édition. J'ai eu énormément de chance. Alors, toutes vos questions. Et Salim, je pense que c'est pas toi qui avait une question qui finalement s'évale très fort du romantisme, non? Ouais, j'ai mis est-ce que ce livre s'approche du nouveau roman? Du nouveau roman. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le nouveau roman? Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, récemment, donc on a un peu vu Rob Grillet, Butor et quelques autres, hein, et il y a quelques éléments, disons, qui peuvent faire penser à ce qu'on appelait un nouveau roman, maintenant très ancien, à savoir une narration un peu disloquée, hein, c'est pas une simple, hein, il y a du jeu, du oui, etc. À savoir des personnages qui sont des personnages, mais qui en même temps ne sont pas des personnages balsaciens avec, tu sais, bon, Abel, déjà comment il s'est estropié, on ne sait pas, avant, il y a plein d'inconnus. Des personnages qui n'en sont pas vraiment, une histoire qui est racontée d'une manière différente par rapport à la chronologie. Et alors cette fameuse chose qu'on trouve dans beaucoup de nouveaux romans, à savoir que finalement il y a une mise en abîme de l'écriture, donc à la fin on apprend que peut-être le roman qu'on a lu, c'est celui qu'Abel écrit, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais ça tu le dis bien au début, fiction et réalité, c'est interpénètre. C'est inconscient de nouveau, c'est pas forcément, tu ne t'es pas nourri de Rob Grillet. Non, et c'est ça qui est toujours amusant quand on voit ce que fait la philologie, on interprète, on analyse des textes. Et quand on y réfléchit, on se dit, est-ce que vraiment l'auteur s'est cassé la tête à ce point-là en écrivant, il a juste écrit. Et puis après, c'est vrai qu'on peut en faire des lectures à différents niveaux, etc. Et donc là, avec l'analyse qui est faite, moi je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, je n'ai pas réfléchi en ce sens. Quand on écrit, on n'écrit pas en se disant, je m'inscris dans tel courant. Ce qu'il y a, c'est qu'on est effectivement nourri par d'autres œuvres, de façon plus ou moins consciente. Parfois, on sait, quand on écrit, on se dit, ah oui, c'est vraiment tel auteur que j'aime bien et que j'ai envie d'imiter ou qui m'a inspiré. Et puis d'autres fois, on ne se rend pas du tout compte qu'on est dans le même registre qu'un auteur, simplement parce qu'on fait ce qui nous plaît. Hein. C'est quand même avant tout porté par le plaisir, par notre intérêt personnel pour certains sujets.
Et donc par exemple ici, la construction du roman, qui est presque une déconstruction, enfin le fait qu'il soit comme ça assez éclaté avec plusieurs voix et un entremêlement entre la fiction et la réalité, qui n'est pas toujours bien distinct. Ça, je veux dire, ça s'est imposé à moi. Clairement, c'était la seule façon d'écrire cette histoire pour moi. Donc voilà, après, c'est sûr que oui, ça s'inscrit dans certains courants qui m'influencent. Et donc, tu gardes pour la fin cette espèce de petite surprise, voilà, de petit clin d'œil au lecteur. Abel est peut-être en partie l'auteur, ou alors il y a Thomas, une Madelon, mais il s'en est inspiré aussi pour sa propre écriture et on ne sait plus. Oui. Tu voulais ce jeu un peu yin et yang sur réalité et fiction. Voilà, c'est ça. C'est un roman qui se termine. J'aime bien l'image du yin et yang parce que moi je pensais plus quelque chose un peu en boucle, mais c'est encore plus juste de dire voilà, ça s'interpénètre sans jamais tout à fait. Enfin voilà, il y a le petit point dans le yin et yang qui exprime tout à fait ça. Et donc, moi ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin d'un roman, chacun puisse un petit peu le poursuivre pour lui-même, se laisser habiter par l'atmosphère, etc. C'est vraiment un roman d'atmosphère aussi. Et voilà, selon le moment selon le moment de la vie dans lequel on est et qu'on est plus ou moins optimiste, pessimiste, qu'on croit à l'amour, qu'on n'y croit plus, ça permet justement d'interpréter alors toute l'histoire, ou bien de dire aussi qu'est-ce qui va se passer après, maintenant. Donc il y a des gens qui vont se dire ah ben pour moi c'est sûr, elle trompe Abel, elle va partir, ça va mal se terminer. Et d'autres vont dire bah non, moi je crois à l'amour, certainement là ils sont en train de se rendre compte de ce qui ne va pas et donc de ce qui pourrait les aider à rattraper la chose et vivre quand même ensemble. Voilà, je préfère laisser à chacun la possibilité de terminer, de clore le roman s'il le souhaite et de la façon dont il le souhaite, et d'interpréter aussi l'ensemble, se dire tiens finalement, enfin Thomas et Madelon, est-ce qu'ils n'existent pas du tout, est-ce qu'ils existent, mais qu'il y a aussi une fiction qui s'inspire d'eux. Je préfère ne pas trancher. C'est bien, il n'y a pas de... Voilà, c'est une indécision qui est féconde. Voilà.